Dans les prochaines minutes, notre objectif, ça va être de faire shifter votre rapport à l'argent. Alors pourquoi? Simplement parce que vous soyez coach ou même entrepreneur de manière générale, le rapport à l'argent, c'est quelque chose qui nous suit partout. On peut avoir parfois la peur du manque qui va nous faire nous mettre en friction dans notre activité, la peur du coup de manquer de clients qui va nous faire songer à tout arrêter pour reprendre un job, la peur d'investir. Donc ça va être un sujet extrêmement crucial. Et donc aujourd'hui, comme Mehmet a eu l'occasion de coacher des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines, des milliers d'entrepreneurs sur ces sujets-là, on va les traiter de fond en comble pour faire shifter le rapport à l'argent. La promesse est grosse, mais on va tenter de la tenir. Comment ça va, Mehmet? Écoute, ça va bien, vaste sujet et il y a beaucoup de choses à faire shifter dans l'argent, ouais, dans cette relation à l'argent. Dans les séances, toi, que tu as pu avoir, que ce soit avec des entrepreneurs débutants ou même des coachs que tu as côtoyés jusqu'à des Mhm. entrepreneurs multimillionnaires, etc., c'est quoi les problématiques récurrentes que tu vois revenir sur les sujets d'argent? Alors, le premier sujet, surtout en fait pour les débutants, parce que j'ai eu effectivement plusieurs niveaux d'entrepreneurs. Au début, en fait, il y a cette peur effectivement du manque qui est réelle, puisque quand on commence en fait une activité, on n'a peut-être pas forcément non seulement le chiffre d'affaires, les revenus, la notoriété aussi pour attirer du monde, etc. On peut vite tomber en fait en désuétude de se dire en fait je suis chef d'entreprise, mais à côté de ça, j'ai des factures à payer et l'argent ne rentre pas. Et ça, c'est vraiment un gros pain point au départ, puisque on est focus en fait sur ce qui sort et pas sur ce qui rentre. Et c'est la première erreur. Et là, il y a une règle d'or en fait, c'est que chaque fois que tu vas ouvrir une entreprise, peu importe laquelle, tu vas pas te concentrer sur ce qui sort. Tu vas d'abord te concentrer sur qu'est-ce qui rentre et comment le faire rentrer. Et le premier shift, en fait, il doit se faire sur où est-ce que tu portes ton attention quand tu es au début. Et la pire des erreurs à faire, c'est de se concentrer déjà sur ce qui va sortir avant de se concentrer sur ce que tu dois faire rentrer. Et c'est bien, si tu veux, d'avoir une vision de oui, les plus et les moins, c'est-à-dire je sais qu'en frais fixes, à la fin du mois, mon entreprise, il va falloir payer tant. Ben, ton objectif à toi, c'est de faire soit un x2, soit un x2,5, x3, ce que tu fixes comme objectif par rapport à ce qui va sortir. Et le truc avec ça, c'est que on se perd émotionnellement sur ah oui, mais qui je suis moi pour lancer? Ah oui, mais est-ce que les gens vont vouloir payer ce tarif-là? Hmm. Et là, en fait, il y a tout un égrégore de nouvelles croyances qui viennent avec la peur du manque pour nous challenger sur est-ce que je suis bien la bonne personne pour ça? Donc là, syndrome de l'imposteur, légitimité, il y a tout un tas de trucs qui vont se jouer autour de ça. Et pour pouvoir aller au-delà de ça, ben, la chose qui permet vraiment de simplifier tout ça, c'est de regarder en fait qu'est-ce qui fait que j'ai des clients à la fin du mois et j'ai du chiffre d'affaires. Et au départ, moi, j'ai fait la grosse connerie pendant 2 ans, les 2 premières années de mon activité, de vouloir faire que du marketing à tout va, faire des vidéos, faire des trucs, mais plein de choses qui ne servent pas à faire du chiffre d'affaires, c'est-à-dire à faire en sorte que les gens viennent prendre mes accompagnements. Et en fait, j'étais plus dans la partie entertainment, c'est-à-dire je faisais des vidéos pour me faire kiffer en fait. Tu vois, je faisais pas des vidéos pour parler aux gens de leurs problèmes, comment je peux les résoudre, etc. Et ça, c'est vraiment la deuxième erreur, c'est de croire que euh, on peut tout faire, marketing, etc. Mais tant qu'on ne résout pas un problème et qu'on n'aide pas une certaine catégorie de personnes à résoudre ce problème, bah en fait, ton offre d'accompagnement, peu importe de quoi il s'agit, elle va pas décoller parce qu'en fait, ça doit être vraiment sur un problème, comme on dit, tu sais, dans le marketing, douloureux, urgent et reconnu. Et en fait, c'est l'acronyme DUR. Tant que le problème n'est pas douloureux, urgent et reconnu, ben, les personnes en fait vont pas venir te payer toi spécifiquement, alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui font la même chose. Elles vont pas venir spécialement venir te voir toi parce que tu fais ça. Donc c'est à toi d'aller faire ce premier pas là. Et au début, ben, c'est simplement trouver son positionnement, sa niche et vraiment faire le travail de fond qui est le plus dur selon moi. Le plus dur, c'est d'aller parler aux gens, parce que moi je suis un introverti, donc parler aux gens, c'est pas ma grande force naturelle sur les réseaux. D'aller parler aux gens, mais surtout d'aller leur parler de leur problème et celui que tu veux résoudre. Et en fait, plus tu vas connaître le problème, plus vite tu vas savoir le résoudre avec les bons outils, avec la bonne méthode, plus la transformation sera grande pour le client et plus derrière, au niveau de tes tarifs et de Hmm. l'argent, tout va changer.
Et surtout, quand on est en fait, on passe par exemple, ça je l'ai beaucoup vu chez les salariés, quand on passe de salarié à entrepreneur, euh, on a en fait une vision qui est altérée par le salaire de fin de mois, qui est déjà basiquement de faire attention à tout. Là, en fait, on doit avoir une logique qui est un peu différente quand on est entrepreneur. On doit avoir la logique de qu'est-ce qui fait rentrer et sur quoi je dois faire levier pour que ça rentre plus. Et c'est pas en fait, comment dire, en pensant à la dépense que ça va être, c'est plus de le voir comme un investissement. Et ça, c'est le deuxième step. Penser que chaque euro dépensé est un investissement qui va être fait au bon endroit pour que la croissance dans l'entreprise puisse avoir lieu. Et c'est souvent sur cette croyance-là, ah oui, mais ça va me coûter tant, ça va me coûter combien la publicité Facebook? Ah oui, mais ça va me coûter combien de faire, je sais pas, un tunnel de vente ou de faire une page de capture ou je sais pas quoi. L'idée, si tu veux, c'est que au départ, on voit tout ça comme une dépense, alors qu'en réalité, c'est plus un investissement puisque tu appuies au bon endroit dans ton entreprise pour mettre l'investissement qui va faire levier et ouvrir les vannes du chiffre d'affaires. Et en fait, au départ, quand on comprend que la dépense n'est pas une dépense mais un investissement, et ça, il y a plein de croyances autour de ça, c'est une fois de plus lié au salariat mais lié aussi à la famille. Tes parents t'ont toujours dit, ah oui, les fins de mois elles sont difficiles, il faut faire attention. Ah oui, mais tu comprends, l'argent pousse pas dans les arbres. Et tu vois, tout ce genre de narratif en fait qui crée l'inconscient collectif et qui crée des croyances sur l'argent, c'est vraiment des choses inconsciemment ancrées en nous, mais qu'on ne prend pas le temps d'aller décortiquer en soi. Et donc, quand on commence l'entrepreneuriat, ben, tout ça doit être remis en question, mais remis en question de la bonne manière. Comme je viens de le dire, à quel endroit, quand je vais investir cet argent, ça va derrière décoller. Et en fait, une fois que ça commence à décoller, là, comment dire, la logique pour moi, elle est de continuer à maintenir la croissance. Et donc, ça veut dire acheter soit des outils plus performants, soit investir sur soi et se former avec des personnes qui sont encore plus balèzes pour t'emmener au niveau d'après, soit continuer, mais peut-être arriver dans une phase de croissance, parce que les multimillionnaires dont je te parle, ils ont déjà dépassé toutes les premières étapes. Ouais. Eux, ils voient plus en fait sur comment je peux moi me sortir de mon entreprise, déléguer plus, arrêter de travailler le plus possible et faire en sorte que la croissance continue. Donc l'idée là, c'est plus en fait, en partant de cette croyance et ce rapport qu'on a à l'argent, de voir en fait quand je prends de l'argent et que je le dépense, qu'est-ce que mes processus internes disent. On a fait une vidéo là-dessus, je ne sais pas si tu te souviens, processus interne, comportement externe et état interne. C'est-à-dire, si je prends par exemple aujourd'hui 1000 euros que j'investis dans mon entreprise, par exemple pour, je sais pas, faire de la publicité Facebook, partons de ça même si ce n'est pas le sujet ici, mais on investit ça pour que ça rapporte plus de clients derrière. Quand je prends cet argent et que je le dépense, comment je me sens vis-à-vis de cette dépense? Est-ce que ce qui sort, c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Qu'est-ce que ça fait en moi et qu'est-ce que ça amène comme pensée, comme comportement et surtout comme processus interne? C'est-à-dire, puisque j'ai dépensé de l'argent, je n'ai pas eu mon retour sur investissement, je suis en colère. Et ça, c'est évidemment un processus interne qu'on peut tous savoir. Mais dans l'idée, si on part du principe que une entreprise n'a pas une croissance linéaire, une entreprise va toujours avoir des hauts et des bas. Et ça, c'est valable pour toutes les entreprises du monde, même les plus grosses. Mais tant qu'on est dans le fantasme de croire que la croissance va toujours être linéaire et que tous mes clients vont être satisfaits, ça c'est un gros fantasme aussi que je retrouve souvent. C'est genre 100% de mes clients vont être satisfaits. Ouais, moi je suis Superman et je vais satisfaire tous mes clients. Même chez Apple, même chez les plus gros, il n'y a pas 100% de satisfaction client. Ça n'existe pas. D'où ça vient? Pour la simple... D'où ça vient cette volonté-là? En fait, c'est la croyance en fait racine de ça, c'est je veux bien faire, je veux que tout soit parfait. C'est pour ça que souvent ce que je vois chez les débutants, c'est qu'ils veulent tout tellement bien faire pour satisfaire leurs clients qui se plient en quatre, qui donnent plus de temps, qui donnent plus d'outils, qui donnent plus. Donner 10 fois plus la valeur, c'est bien. Mais à condition que derrière, ta propre valeur soit respectée. Parce que sinon, énergétiquement en soi, on va activer la blessure d'injustice qui dit « Ah oui, donc je m'écrase, je donne 10%, 10 fois plus aux autres, mais quand il s'agit de moi, je me verse même pas un salaire. »
Et ça, c'est une grosse connerie que font les débutants. C'est, ah oui, je paye toutes mes factures, je paye tout, mais moi, je me paye rien. Quel, Pas de salaire, pas de rien. quel message on se renvoie à soi-même quand on fait ça? Ben, là, c'est de la dévalorisation inconsciente. Donc, en fait, puisque je n'ai pas de valeur, puisque moi-même, je ne la reconnais pas, Hmm. comment les autres pourraient la reconnaître? En fait, un des principes de base que j'ai compris longtemps, parce que j'ai bossé aussi moi sur ces sujets-là, bah, ce que j'ai compris, c'est que chaque fois qu'il y a de l'argent, si par exemple j'ai fait un gros mois, le premier truc que je paye, c'est moi. Et le premier truc que je vais faire, c'est aller m'acheter tout ce qui me fait du bien. Sauna, moi je suis très friand de bien-être, donc sauna, hammam, jacuzzi, pâtisserie. Alors je suis un friand de pâtisserie, hashtag pour les gourmands. Et dès que justement il y a des périodes comme ça qui sont un peu creuses, je m'assure que moi j'ai toujours de l'argent et je m'assure que je sois bien intérieurement. Si moi je vais pas bien, les résultats derrière vont être merdiques. Je le sais et je l'ai déjà expérimenté. Et ça, tous les entrepreneurs que j'accompagne le vivent. S'ils sont pas bien, les résultats commencent à baisser. Et donc c'est en lien directement avec l'énergie qu'on met là-dedans. Et on parle d'énergie puisque l'entreprise, j'aime bien le rappeler, c'est juste un véhicule. L'entreprise n'est que l'expression de l'énergie, le fuel qu'on met nous en tant qu'humains dans cette entreprise. Mais nous ne sommes pas l'entreprise. L'entreprise reste un véhicule. Et ce véhicule, si on veut le faire avancer, il faut que nous, le fuel, l'énergie, bah, il faut qu'elle soit bonne. Hmm. Et si on est tout le temps en train de se mettre au dernier plan, Ouais. on paye toutes les personnes qui bossent pour nous et on se paye en dernier, mais grosse connerie en fait. Comment justement là-dessus on peut faire évoluer les choses? Par exemple, effectivement, si nous-mêmes on n'a pas une perception, on a une faible estime de soi, par exemple, ou on voit pas la valeur de ce qu'on fait, bah, on va peut-être ressentir de la culpabilité à facturer cher, entre guillemets, pour ce service. Alors que si voilà, on est convaincu de la valeur qu'on apporte, limite on se dira, bah, en fait c'est même pas cher payé ce prix-là presque pour, alors que finalement c'est qu'une question de perception. Euh, Comment on peut shifter un petit peu sur ces sujets-là aujourd'hui pour un pro de l'accompagnement, par exemple, qui a un rapport compliqué avec ses prix, comme toi, tu as dû en voir beaucoup aussi, tu vois, dans les programmes de Jérémy Coleman où tu interviens. Mhm. Comment on peut progresser sur ces sujets-là? Alors le premier point là-dessus, c'est de revenir en fait à qu'est-ce que veut le client. Parce qu'en fait, que nous on soit, tu sais, dans cette dynamique à se dire oui, j'apporte, je fais mon maximum, en fait c'est de rester centré sur l'autre qui permet de se dire est-ce que la personne, je lui ai bien apporté ce qu'elle voulait. Souvent, l'erreur que je constate, c'est que la personne, elle est centrée sur elle. Il y a des personnes qui vont commencer à réfléchir à un programme. Elles arrivent, tu vois, elles doivent créer un programme d'accompagnement. Elles n'ont pas assez étudié en fait le problème douloureux, urgent et Ouais. reconnu. Et elles partent billes en tête en se disant ah oui, dedans je vais mettre tel outil, je vais mettre tel outil et je vais mettre tel outil. En fait, si tu veux pouvoir changer d'état d'esprit, tu dois super bien connaître les personnes qui sont en face et le problème que tu résous. C'est ça qui permet en fait à toi, tes outils et ce que tu vas construire d'être le plus efficace et le plus efficient possible. Une fois que tu as compris ça, la deuxième étape pour moi, c'est le dévouement. Il n'y a pas d'autre terme. Si tu es dévoué à aider tes clients te le rendent toujours. Parce que le dévouement avec lequel vraiment tu te donnes pour eux, en apportant tes outils, ta connaissance, etc., c'est aussi ça qui fait que la personne reconnaît que tu mets tous les Hmm. moyens en œuvre pour elle, pour lui apporter le résultat qu'elle est venue chercher. Et la différence justement entre ceux qui réussissent et ceux qui arrivent à mettre des prix élevés, elle vient pour moi souvent de là. C'est-à-dire de l'intention pure que tu mets à être dévoué à tes clients, à les aider à faire en sorte de ne pas lâcher, et derrière d'agir directement en fait sur quel est le problème et comment je vais pouvoir l'aider à le résoudre en lui amenant tous les moyens que j'ai en moi en fait et dans ma besace d'accompagnant pour pouvoir leur donner en fait tous les outils. Et souvent, c'est parce qu'on est centré sur soi et donc on fait quoi? Ah oui, mais la cliente elle dit ça, alors moi je me sens pas super bien. Mais en fait le sujet c'est pas toi. Le sujet c'est la personne que tu as en face de toi, le client, qui veut lui un résultat. Et si toi, tu es dévoué à l'aider à amener tout ce qu'il y a au niveau des outils, au niveau de tout, la personne, ça, elle va le ressentir. Donc, elle va te le renvoyer.
Mais si tu es sans cesse en train de t'interroger sur toi-même, de cultiver tes peurs, de penser au passé, de penser à l'avenir, te dire que peut-être elle va pas finir l'accompagnement avec toi, tu n'es plus dans le moment présent avec elle et ça, la personne, elle le ressent. Parce qu'on est dans des métiers où le subtil, c'est-à-dire la relation, compte beaucoup plus que les outils. Et il y a des personnes, ça on le voit aussi dans certains, tu sais, dans certains programmes et des personnes qu'on accompagne, les personnes, on les a tellement aidées, elles sont tellement contentes, elles repartent, elles n'ont peut-être pas de résultat, mais elles vont nous recommander à 10 autres personnes. Pour la simple et bonne raison qu'on a été dévoué à lui apporter le plus de valeur possible pour faire en sorte que la personne, elle reparte malgré tout, même si elle n'a pas de résultat, qu'elle reparte satisfaite. Et dans les métiers de l'accompagnement, comme on traite de l'humain, ça doit rester, pour moi, la relation reste au premier plan. Mais attention, la relation centrée sur l'autre, pas centrée sur moi, mes peurs, mon passé, Ouais. toutes les histoires que je me raconte. Et c'est souvent là-dessus qu'on a beaucoup de lacunes en fait au départ. Ouais, c'est clair. Super intéressant. Et du coup, peut-être on peut conclure ce sujet en traitant de la peur d'un multimillionnaire qui a peur qui a encore la Ouais. peur du manque, en fait, la peur de tout Mhm. perdre. Ça, c'est un Ouais. truc que toi, tu as eu en séance. On pourrait se dire, bah attends, le mec est multimillionnaire ou la fille, C'est c'est ça. bon, il va pas manquer. Et en fait, ça illustre bien, je pense aussi, la boucle infinie. Irrationnel. Ouais, c'est irrationnel en fait. Donc, comment ça s'est passé, ce cas de figure euh, qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour avoir cette peur du manque qui est là quand on a pourtant des milieux? Ben, la peur du manque, en fait, elle s'exprime dans les comportements par ce genre d'attitude irrationnelle. Et souvent, simplement, en fait, déjà, première étape, comprendre l'émotion et ce qui se joue derrière, puisque quand on a une émotion aussi forte, la peur du manque peut être très violente. Elle peut vous empêcher d'avoir une vie sociale, de ne pas sortir dehors parce qu'on ne veut pas dépenser de l'argent et parce que quand on ne dépense pas de l'argent pour aller boire un verre avec les amis ou faire un resto, on se coupe aussi d'une vie sociale. Ça peut aller très très loin en fait. Mais à partir du moment où on reconnaît qu'on a cette peur, il faut simplement aussi reconnaître ce qu'elle cache et ce qui se joue derrière. Une fois qu'on a détecté ça, comment en fait je la reprogramme? Je renomme et je réécris l'histoire comme moi je la veux. Et si par exemple la peur du manque, on devait la renommer, eh bien ce serait d'aller justement chercher plus d'abondance et faire en sorte que la peur du manque n'en soit plus une, mais qu'elle soit une peur, elle soit plus une peur, mais qu'elle soit une ressource, un ancrage, si tu veux, pour l'abondance qu'on peut avoir en soi et qu'on crée soi-même. La peur du manque n'est ni plus ni moins qu'une barrière qu'on met entre soi et l'abondance, hein, très simplement. Et une fois qu'on a compris ça, l'idée en fait, c'est vraiment de se reconnecter à des ressources beaucoup plus agréables pour soi et de se reconnecter en fait à ce qui crée le mouvement pour aller chercher cette abondance et sortir de cette peur du manque en revenant encore une fois à des choses très factuelles, très rationnelles, puisque je l'ai expliqué, un multimillionnaire qui a la peur du manque, on voit bien que c'est irrationnel. Donc comment en fait, après qu'on ait détecté l'émotion, ce qui se joue derrière, et remonter dans les ressources pour aller chercher quelque chose de plus rationnel, là je reprogramme, tu vois, et je fais shifter en fait toute ma narrative et l'histoire que je me raconte complètement différemment. Et souvent, ce qui aide, c'est de mettre une phrase à la fin qui va, elle, reprogrammer la peur du manque et évidemment des actions derrière pour aller au-delà de ça, quoi. Génial, merci Mehmet. Je pense qu'avec tout ça, déjà, il y aura sans doute au moins une chose qui a résonné chez vous qui nous écoutez, si c'est pas toutes. L'idée, c'était de voir un petit peu, de faire un pas de côté et voir dans cette relation à l'argent, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui fait que parfois on a une relation un peu conflictuelle à l'argent, au manque, etc. Quelle est notre prise aussi pour pouvoir faire évoluer les choses là-dessus et comment, du coup, aller vers plus d'abondance. J'espère que la promesse est tenue. En tout cas, ce sera à vous de nous dire en commentaire. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode sur Parole de Coach. À la prochaine.